Érasme de Rotterdam, la gloire de son temps, n'est plus guère de nos jours qu'un nom, reconnaissons-le. Ses œuvres innombrables, écrites dans une langue internationale aujourd'hui oubliée, le latin des humanistes, sommeillent paisiblement dans les bibliothèques. À peine est-il encore question parmi nous d'un seul de ses ouvrages, qui tous furent célèbres dans l'Europe entière. La personnalité elle-même de l'auteur est difficilement saisissable. Perçue à travers des demi-teintes et des contradictions, elle se trouve fortement estompée par les figures plus fortes, plus énergiques d'autres réformateurs sociaux. La vie privée d'Érasme présente d'ailleurs peu d'intérêt. La vie matérielle d'un homme de paix, d'un travailleur infatigable, donne rarement matière à une biographie. Son action proprement dite échappe même à notre temps et demeure cachée comme la première pierre d'un édifice. Commençons par énoncer avec clarté et brièveté les raisons qui nous font aimer aujourd'hui encore, aujourd'hui surtout, Érasme de Rotterdam, ce grand oublié. Il a été en effet de tous les écrivains et auteurs occidentaux le premier Européen conscient, le premier combattant pacifiste, le défenseur le plus éloquent de l'idéal humanitaire, social et spirituel. Et s'il a été vaincu dans sa lutte pour une organisation plus équitable, plus rationnelle de notre monde spirituel, ce sort tragique ne fait que resserrer davantage les liens de fraternité qui nous unissent à lui. Pourquoi ? Question douloureuse. Pourquoi des idéaux aussi grands, aussi humains n'acquirent-ils pas de plus en plus de force ? Pourquoi l'érasmisme ne se fortifia-t-il pas plus dans un monde depuis longtemps renseigné sur l'ineptie de toute hostilité ? Nous devons malheureusement reconnaître qu'un idéal ne visant que le bien-être général ne satisfait jamais complètement les masses. Un idéal purement pacifiste, humanitaire et internationaliste tel que l'érasmisme prive d'impression visuelle la jeunesse qui aime regarder l'adversaire en face. Il ne provoque jamais cette poussée élémentaire du patriotisme devant l'ennemi d'au-delà de la frontière ou de la religion à l'égard des membres d'une autre confession. Voilà donc ce premier texte lu par Elsa Dupuis de notre émission d'archives d'aujourd'hui autour de la figure d'Érasme, des humanistes, et donc de cette question de l'internationalisme. Vous l'avez entendu dans ce texte de Stefan Zweig, eh bien, il parle d'un idéal purement pacifiste, humanitaire et internationaliste. Et c'est là qu'on voit que la Fabrique de l'Histoire fait son chemin, parce que je pense que peut-être nos deux invités, Marie Barral-Baron et Jean-Christophe Saladin, ne seront peut-être plus tout à fait d'accord sur ce diagnostic exact de Stefan Zweig. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Marie Barral-Baron. Bonjour. Et bonjour à vous Jean-Christophe Saladin. Bonjour à tous. Très bon texte, très beau texte de Stefan Zweig, formidable. Mais évidemment qui est marqué par le sceau de la période pendant laquelle écrit Stefan Zweig, la première moitié du XXe siècle, et cette question du pacifisme qui est très présent dans l'œuvre de Zweig soi-même. Là, évidemment, il tire à lui Érasme ou il ne le tire pas à lui. Attendez, Zweig écrit 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et très clairement, tout au long de son livre, qui est absolument remarquable, il a en tête la montée du fascisme et du nazisme et de l'intolérance. Et lui, il s'identifie à Érasme d'une façon très frappante, assez à juste titre d'ailleurs. Bon, et son analyse est très fine, en disant que c'est un combat perdu d'avance, mais que il n'est pas question de ne pas le mener, ce combat. Et c'est même le seul combat qui vaut la peine. Marie Barral-Baron, vous qui avez beaucoup lu aussi les œuvres d'Érasme, par exemple, sur cette question du pacifisme supposé d'Érasme, eh bien vous dites, oui, il a effectivement très longtemps combattu la guerre, mais dans l'évolution de la pensée d'Érasme, et en particulier au fur et à mesure des événements qui se déclenchent en Europe à partir de la Réformation, de la Réforme, mais aussi de la poussée ottomane sur l'Europe chrétienne de son époque, eh bien Érasme va être contraint, avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de tiraillements internes, de changer de position par rapport à la question de la guerre et de la guerre juste. Oui, exactement. Effectivement, Érasme est un pacifiste dans l'âme, il le reste jusqu'à la fin de sa vie, mais ce pacifisme que décrit Stefan Zweig, le présentant comme finalement
détaché de toute réalité historique et bien sûr exagéré. Stefan Zweig, lorsqu'il parle d'Erasme, il parle beaucoup de lui-même en réalité, de sa propre souffrance face au monde qui est le sien. Et Erasme, si c'est un pacifiste dans l'âme, qui a toujours défendu la paix, toujours condamné avec la plus grande violence toutes les formes de combats meurtriers, néanmoins, il va être confronté à une réalité de l'histoire qui va l'obliger à atténuer, à nuancer cet attachement à la paix. Et vous venez de le rappeler, il y a deux éléments majeurs. Effectivement, la réforme luthérienne qui survient à partir de 1517, mais essentiellement à partir des années 1520, qui va profondément bouleverser l'Europe chrétienne du temps. Et faire apparaître des scissions inédites au sein même du christianisme, et puis également la menace ottomane. Il ne faut pas oublier que en ce début du XVIe siècle, la figure du sultan Soliman le Magnifique est aux portes de l'Europe, et il y a des dates qui sont comme un chemin de croix pour Erasme. En 1521, quand même, les Turcs prennent Belgrade. En 1526, vous avez la bataille de Mohacs, qui est une bataille absolument terrible, où l'artillerie ottomane défait les troupes hongroises et en particulier tue le roi Louis II. Tue le roi Louis II et 1526, c'est pour Erasme mais comme pour tous les Européens vraiment un kéros, une date charnière après laquelle on ne peut plus être totalement contre la guerre juste et prêcher d'une manière complètement détachée du réel la paix. Et donc il y a un texte que j'ai pu étudier qui est le Consultatio des Bello Turcis Inferendo, qu'Erasme publie en mars 1530 et dans lequel il dit qu'il faut effectivement porter la guerre contre les infidèles. Donc il y a véritablement une évolution très très nette de son pacifisme de 1500 à 1530. Alors, je rappelle qu'il meurt en 1536. Voilà, rappelons donc les dates d'Erasme, de ce prince de l'humanisme qui sera au cœur de notre émission de ce jour en nous demandant s'il était un internationaliste avec d'autres justement humanistes de son époque. Il est né en 1466 et il meurt en 1536. Victor Massé de l'Épinay. Justement, avant d'aborder les premières années du XVIe siècle, je voudrais remonter aux dernières du XVe et à sa naissance. Stefan Zweig nous parle d'Erasme de Rotterdam. Jean-Christophe Saladin, on va parler d'une figure qu'on suppose peut-être internationale ou internationaliste, mais est-ce que Erasme, on peut l'ancrer dans une nation ? Il est de quelle nationalité, Erasme ? Vieille question, je me souviens des étudiants, une des premières choses qu'ils me demandaient quand on parlait d'Erasme, mais monsieur, il est de quel pays cet homme-là ? Est-ce qu'il est anglais, français, allemand ? Alors, je fais comme vos étudiants. Voilà. Et alors, chose amusante, il n'y a pas de réponse. Lui-même, quand il se présente, ça dépend. Souvent, il est très fier, il est très content d'être batave, d'être belge. Il dit, il y a un adage là-dessus, il dit, les gens les meilleurs du monde, c'est les Belges. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours de bonne humeur, c'est des braves types. Ils ne pensent qu'à rigoler, à boire et à manger. Bon, lui, c'était évidemment pas son style, mais il a vécu, il est né aux Pays-Bas. Il était clairement sujet du duc de Bourgogne, de Charles le Téméraire d'ailleurs à l'époque. Il a vécu en France. Il a vécu 10 ans. Il a fait ses études en France. Il a fait ses études en France. Il est resté au moins 5 ans. Ouais. Il a vécu en Angleterre une dizaine d'années où il était proche de la cour de Henri VII puis d'Henri VIII, Thomas More, tous ces gens-là. Il a vécu 3 ans en Italie. Il a vécu 10 ans à Bâle, puis à Fribourg. Il a vécu dans tous les pays d'Europe sauf l'Espagne pratiquement. Bon. Mais il n'était pas français, pas italien, pas... Alors, il se présente comme germanique, souvent, parce qu'évidemment, il fréquente... D'abord, sa langue maternelle est une langue germanique, le néerlandais, et puis, sa grande vie intellectuelle s'est passée à Bâle, donc au milieu de gens qui étaient quand même souvent allemands ou suisses. Bon. Mais de nationalité, c'était vraiment le précurseur de ce qu'on appelle, nous, la République des lettres, qui n'a pas de patrie, qui est vraiment internationale. Cette République des lettres, elle était au cœur des ouvrages d'histoire que nous apprenions lorsque nous ou nos prédécesseurs apprenaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, par exemple en classe de 3e, eh bien le Mallet et Isaac du 14e, 15e et 16e siècle, donc qui étaient rédigés selon les programmes officiels de l'enseignement public français, ornés de 205 gravures et de 30 cartes à la librairie Hachette, publié en 1927. Voici ce qu'il disait justement de la naissance de ce mouvement humaniste et de son développement dans toute l'Europe sous l'égide, par exemple, d'intellectuels comme Erasme.
D'Italie, l'humanisme ne tarda pas à se répandre dans toute l'Europe occidentale. En effet, la vie universitaire avait conservé le caractère international qu'elle avait au Moyen-Âge. Nombreux étaient les étudiants français, allemands, anglais, qui venaient étudier dans les universités italiennes. Ils en rapportèrent le goût des lettres anciennes, la passion de l'Antiquité. En changeant de pays, l'humanisme changea sinon de caractère, du moins de tendance. En général, hors d'Italie, il fut moins exclusivement littéraire qu'il n'était en Italie même, plus préoccupé de religion et de morale. En Allemagne et en Angleterre comme en France, on vit se développer surtout un humanisme chrétien. La réputation de tous les humanistes de tous les pays fut dépassée par celle d'Érasme, qu'on a appelé le prince de l'humanisme, et qui en fut en effet le représentant le plus complet. On peut dire que tous les aspects, toutes les aspirations de l'humanisme se retrouvent et se concilient en lui dans une sorte d'équilibre parfait. En véritable humaniste, Érasme n'écrivit qu'en latin, de sorte que ce puissant esprit n'a de place dans l'histoire d'aucune littérature nationale. Voici donc un extrait du fameux manuel Mallet et Isaac de la classe de 3e, librairie Hachette, publié en 1927 sur le développement de cet humanisme dans le nord de l'Europe et en particulier sur cette figure d'Érasme. Jean-Christophe Saladin. Un petit mot pour appuyer cette idée de l'internationalisme d'Érasme. Sa correspondance, une des plus importantes de son siècle, on lui connaît environ 800 correspondants qui sont absolument à travers toute l'Europe. Espagne, Portugal, Angleterre, Écosse, Suède, Hongrie, Croatie, tous les coins d'Italie. Il disait qu'il envoyait une vingtaine de lettres chaque jour, il exagère peut-être un petit peu. Il en recevait une quarantaine, il exagère sûrement pas. Donc, et tout ça en latin. Langue commune à tout le monde, pas n'importe quel latin, pas le latin des scolastiques, que l'on abhorrait, ce latin qui avait une grammaire très particulière, binaire, très contraignante et très fermée, mais le latin poétique, esthétique des grands auteurs de l'Antiquité, païens. Victor Massé de l'Épinay. Marie Barral-Baron, dans le Malais Isaac, on vient de dire que l'humanisme, en sortant d'Italie, était devenu plus moral, était devenu un humanisme chrétien. Il est peut-être temps de dire, l'émission a déjà commencé depuis un petit moment, qu'Érasme était prêtre et que Érasme, s'il était international ou internationalisme, son internationalisme premier, c'était celui de l'Église, du christianisme et du catholicisme même en particulier. Oui, complètement. Érasme, effectivement, est prêtre depuis 1492. Il est rentré dans les ordres contre sa volonté, mais sa foi en Jésus-Christ est extrêmement profonde et il la conservera jusqu'à la fin de sa vie. Et effectivement, son humanisme n'a rien à voir avec l'humanisme d'un Marcificin ou d'un Pie de la Mérandole. C'est vraiment un humanisme chrétien, c'est-à-dire que son objectif, c'est ce qu'il va appeler, à partir de 1516, la Philosophia Christi. La philosophie du Christ, c'est de conduire chaque Européen, chaque chrétien dans les pas de Jésus-Christ. Et donc l'idée de l'Europe chez Érasme se confond dès le départ avec celle de la Respublica Christiana, qui est elle-même assimilée à la Respublica Literaria. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort. La République des lettres. Voilà, exactement, à la République des lettres. Et ce que Jean-Christophe Saladin vient de rappeler, effectivement, il faut avoir conscience qu'Érasme est au centre d'un système épistolaire absolument extraordinaire où tous les jours circulent des lettres, bien sûr avec l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, mais aussi la Pologne, où Érasme a une influence extraordinaire en Pologne. Et par rapport à l'aspect que vous évoquiez il y a un instant sur la question de la patrie, Érasme, il le dit très bien, moi je suis hollandais avec les Hollandais, je suis italien avec les Italiens, je suis anglais avec les Anglais, il n'y a pas de frontières. Il est profondément contre l'idée de frontières et pour lui, la culture, les lettres et surtout le latin doivent permettre de créer cet homme universel. Et le fait qu'il n'ait jamais accepté, parce que c'est un aspect quand même très important, il n'a jamais accepté d'écrire en langue vernaculaire.
alors qu'il aurait pu. Il connaissait très bien l'allemand, il n'y avait aucune difficulté. Il a toujours refusé. En 1522, Jacques Lefebvre d'Étaples, qui est un humaniste français, écrit en français. Un peu plus tard, Rabelais écrit en français, Luther écrit en allemand, et lui s'y oppose. Parce que pour lui, les langues vernaculaires sont des langues finalement sont du nationalisme, sont l'expression de la nation, de la patrie, et elles empêchent précisément ce cosmopolitisme auquel il tient tant. Jean-Christophe Saladin. Je voulais ajouter un petit mot sur l'internationalisme et des correspondants. Il ne faut pas oublier l'imprimerie. On est à la deuxième génération de l'imprimerie, et c'est le temps où les livres se mettent à circuler, dès le début d'ailleurs, à travers toute l'Europe, et des gens comme Halde à Venise, qui imprimaient en grec, Froben à Bâle, qui ont inondé l'Europe de textes humanistes, et pas seulement, et qui après ça ont inondé l'Europe de textes luthériens, de controverses, ont fait cette Europe des lettres. Et c'est un phénomène nouveau qui évidemment n'existait pas à l'époque du manuscrit. Et évidemment, on en profite en construisant cette Europe des lettres de pointer du doigt les vanités nationales, comme le fait justement Erasme dans son éloge de la folie que vous venez de retraduire et qui sera publié en librairie chez Aux Belles Lettres le 5 octobre prochain. Jean-Christophe Saladin. Et je vois maintenant que la nature fait naître une vanité particulière dans chaque mortel, mais aussi une vanité commune dans chaque nation et presque dans chaque cité. Voilà pourquoi les Anglais se targuent, entre autres, de leur beauté, de leur musique et de leur bonne table. Les Écossais se vantent de leur noblesse, de leur titre de parenté royale et de leurs arguties dialectiques. Les Français s'attribuent l'urbanité. Les Parisiens s'arrogent particulièrement le monopole de la science théologique, qu'ils interdisent à presque tous les autres. Les Italiens celui des bonnes lettres et de l'éloquence. Et à ce titre, ils se flattent tous très agréablement d'être les seuls mortels qui ne soient pas des barbares. Dans ce genre de bonheur, les Romains l'emportent quand ils rêvent si agréablement de la fameuse Rome antique. Les Vénitiens sont heureux par l'opinion qu'ils ont de leur noblesse. Les Grecs, qui se regardent comme les créateurs des sciences, s'attribuent les titres de gloire des héros de l'Antiquité. Les Turcs, ce ramassis de barbares, prétendent à la meilleure religion et raillent les chrétiens comme superstitieux. Mais les Juifs sont encore beaucoup plus amusants, qui attendent avec constance leur Messie et aujourd'hui encore tiennent mordicus à leur Moïse. Les Espagnols ne cèdent à personne la gloire militaire, les Allemands sont fiers de leur haute taille et de leur connaissance de la magie. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée à la question de l'internationalisme jusqu'à jeudi. Et aujourd'hui, nous traitons de l'humanisme et en particulier de la personnalité d'Erasme dans sa vision, peut-être, disons, dépassant le national en train de se construire dans cette Europe du XVIe siècle pour justement tenter cet internationalisme des intellectuels de l'époque. Et nous venons d'écouter donc ces Vanités nationales, qui est un extrait de l'éloge de la folie, à paraître très bientôt. C'est le 5 octobre prochain aux éditions des Belles Lettres, présenté et traduit par Jean-Christophe Saladin, qui est un de nos deux invités. Victor Massel-Lépinay. Oui, passons dans ce texte sur l'urbanité des Français et la bonne table des Anglais. Nous reviendrons peut-être sur les Turcs, mais je voudrais vous interroger, Jean-Christophe Saladin, sur une des nationalités qu'Erasme évoque dans ce texte, pour savoir un peu comment il aborde cette question, c'est celle des Juifs. Lui qui est européen, les Juifs sont également dans toute l'Europe. Comment Erasme Absolument. les voit-il ? Qu'est-ce qu'il en fait dans son idée d'Europe ? Affaire très importante. Alors, pas précisément dans le cas de ce que Erasme écrit lui-même sur le judaïsme et sur les Juifs. Ça ne l'intéressait pas particulièrement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les évangiles et la partie chrétienne de la chose. Mais il se trouve que le grand moment de passage vers cet internationalisme intellectuel et libre de la Renaissance, le déclenchement s'est fait dans des luttes extrêmement violentes. Parce qu'il ne faut pas croire que ça s'est passé dans la bonne humeur, tout ça. Oui, bien sûr, on découvre les lettres antiques, tout le monde est enthousiaste, c'est merveilleux, et ça ne fait que se développer jusqu'à maintenant. Ça s'est passé dans la crise extrêmement violente, et curieusement, le déclencheur physique de la crise, ça a été une affaire concernant les Juifs, et qui s'est déroulée pile en même temps que l'éloge de la folie a été publié. Alors,
si vous voulez, je vous fais une petite présentation très schématique. 1511. À 4 personnages qui curieusement, qui se tiennent entre eux et se bousculent entre eux. C'est Erasme, c'est Reuchlin, dont on va parler tout de suite, Ulrich von Hutten, c'est donc deux grands inconnus en France, et Luther, qui, en l'espace d'une petite dizaine d'années, ont absolument modifié le paysage intellectuel. L'affaire, en gros, est la suivante. Erasme devient, comme on dit, le prince des humanistes parce qu'il a publié les Adages en 1508 à Venise, cette collection gigantesque qui met toute la culture gréco-latine, surtout grecque, à la disposition du public européen qui ne connaît pas le grec. Chose quand même extraordinaire. Il faut dire qu'il est allé justement à Venise. À Venise, chez Aldmanus, voilà, le grand imprimeur, et ils ont fait ce pari insensé de publier un énorme livre, un in-folio, très cher, très coûteux, très difficile à lire, la moitié, enfin j'exagère, un cinquième est en grec, pour un public qui ne connaît pas le grec. Chose extraordinaire, ça aurait pu être le bide absolu, ça a été l'enthousiasme. On s'est arraché ce livre, il y en a eu des éditions tout au long de sa vie, et on s'est mis à enseigner le grec après la publication des Adages. Bien. Retour d'Italie, Erasme, dans l'euphorie. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la poésie, il se qualifiait de poète lui-même, c'était l'écriture, c'était la métaphore, et sur le chemin du retour, il pond l'éloge de la folie, bon, no comment, on y reviendra. Tout le monde, on y reviendra, qui est un tout petit livre qu'il a imprimé à 4 sous à Paris, ne pensant sûrement pas que ça aurait beaucoup de succès, c'était un petit essai, vraiment la canular d'étudiants. Le livre a un succès monumental, on se l'arrache, les imprimeurs l'impriment à tour de bras dans toute l'Europe. Or, la même année, quelques semaines après l'éloge de la folie, paraît en Allemagne un petit livre, alors qui aurait pu être complètement passé totalement inaperçu, sur un sujet parfaitement anecdotique. Le sujet, c'est « Faut-il brûler les livres des Juifs ?» L'affaire est la suivante, les Dominicains de Cologne. On est dans une période de grande expulsion des Juifs et de persécution dans toute l'Europe, rappelons 1492, les expulsions d'Allemagne, de France, de partout. Les Dominicains de Cologne s'acharnent contre les Juifs de la région de Cologne et organisent une campagne pour confisquer les livres des Juifs, donc notamment les Talmuds, les Bibles, les livres kabbalistiques, etc., et pour les brûler. Les Juifs en appellent à l'empereur, l'affaire est très complexe, l'empereur est embêté parce que les Juifs lui ont prêté beaucoup d'argent pour faire la guerre. Il demande des avis d'experts pour être tranquille. Les facultés de théologie déclarent sans problème, on peut brûler. Un expert, qui est un juriste, un vieil homme, un vieux humaniste, vieux juriste, qui connaît, lui, le latin, le grec, l'hébreu, chose très rare à l'époque, lui publie ses conclusions, un petit livre qui s'appelle Augenspiegel, les besicles avec lesquels on examine l'affaire, un petit livre qui paye pas de mine, dans lequel il explique point par point qu'il ne faut pas brûler les livres des Juifs et que non seulement il ne faut pas les brûler, mais les curés devraient les apprendre et apprendre l'hébreu et se référer au texte de la Bible dans le texte. Ça fait une bombe. Reuchlin est accusé par l'Inquisition de soutenir les Juifs. L'affaire a duré 15 ans jusqu'à sa mort. Procès contre procès, cassation, affaire très complexe. Ça paraît la même année que l'éloge de la folie. Or, c'est avec cet Augenspiegel qu'est apparue la première armée des humanistes qui se sont soudés à travers l'Europe pour défendre une cause intellectuelle. Et là-dessus arrive, troisième personnage, on a Erasme, on a Reuchlin, arrive ce très curieux personnage de Ulrich von Hutten, qui est lui de la génération d'après, un jeune, noble, allemand, qui lui est très brillant, lettré, poète, qui écrit le latin, le grec extrêmement bien, et qui se range du côté de Reuchlin et se met à écrire des pamphlets contre les dominicains et contre les théologiens. Il écrit ses lettres des hommes obscurs dans un latin de cuisine à mourir de rire, dans lequel il les décrit les moines en train de se saouler la gueule dans les bistrots. Enfin, toutes les turpitudes des moines et de l'Église sont dévoilées là-dedans. Le livre a un succès à travers toute l'Europe, publié anonymement bien sûr, et l'année où ça paraît, 1516-1517, c'est le moment précis où Erasme publie sa traduction du Nouveau Testament. Alors là, de nouveau, bombe dans la chrétienté, un humaniste a osé toucher au texte de la Bible, de la Vulgate. Il a dit qu'il y avait en latin, il a dit qu'il y avait des fautes de traduction partout, ce qui était vrai, et il a fait une nouvelle traduction. Alors là, ça déclenche le chaos et la brèche à travers laquelle Luther se précipite pour publier ses thèses en s'autorisant de la critique d'Erasme, en disant, puisqu'Erasme a fait la démonstration qu'il faut revenir au texte original des Écritures, débarrassons l'Église de toutes les scories qu'elle y a mis et revenons à la religion pure qui est la Réforme.
Et donc, effectivement, c'est ce quatuor des humanistes que vous allez publier d'ailleurs bientôt dans les Belles Lettres, en l'occurrence dans votre collection sur le miroir des humanistes, Jean-Christophe Saladin. Marie Barral-Baron, c'est aussi à ce moment-là, 1516, que sur commande, Érasme, après le succès justement de son éloge de la folie et de ses adages, se voit chargé par le souverain de Bourgogne, donc, de devenir le précepteur de son fils, qui s'appelle Charles, et qui deviendra Charles Quint, le futur empereur. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, juste pour resituer un petit peu, cette année 1516, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'Érasme devient le prince des humanistes, avec la publication de ce qu'il appelle le Novum Instrumentum, qui est le Nouveau Testament, dont l'originalité, comme vient de me le dire M. Saladin, c'est effectivement d'oser toucher la parole de Dieu et de traiter la parole de Dieu comme un texte littéraire tout à fait banal. Là, c'est une bombe, comme dit Lucien Febvre, c'est une bombe jetée dans le monde chrétien que cette publication. Et la même année, Érasme publie également une autre édition des Adages, mais aussi toute la pensée et tous les textes de Saint Jérôme. Et enfin, à côté, c'est un texte tout à fait spécial parce qu'il l'écrit sur commande. C'est vraiment une demande de l'attaché de Charles qui exige d'Érasme d'écrire un miroir du prince. Alors, un miroir du prince, c'était un genre littéraire extrêmement répandu à l'époque. J'ai envie de dire, tout souverain a son miroir. Donc, dans lequel un homme lettré, trace, voilà ce que devrait être ce prince. Alors, ce miroir, Érasme commence à l'écrire au début de l'année 1515 et finalement il le lui offre en juin 1516 et entre-temps ce petit Charles qui deviendra Charles Quint, est devenu déjà roi d'Espagne. Mmh. Alors cette institution, comme on l'appelle, cette institution du prince est très intéressante pour notre sujet parce que Érasme dévoile dans ce texte finalement une pensée politique, ce qui est très rare chez lui. Parce que j'insiste sur le fait qu'Érasme, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Stefan Zweig, il a raison de dire que c'est quelqu'un qui est très difficile à saisir. Érasme, c'est quelqu'un qui a très peur du dogmatisme, très peur du bûcher. Il a tout à fait conscience du siècle dans lequel il vit, et donc il évite systématiquement de fixer sa pensée. Il va toujours, sa pensée s'égare, sa pensée essaye de faire réfléchir son interlocuteur, mais sans jamais véritablement se poser et se fixer. Et dans ce texte, dans l'institution, il explique véritablement, voilà ce que doit être un prince chrétien. Alors on a un petit extrait justement de ce texte sur l'institution d'un prince chrétien, 1516, écrit sur commande, à la commande de Philippe le Beau, pour le jeune Charles. Charles est né en 1500, donc il a 16 ans à ce moment-là, il deviendra empereur en 1519. Jean-Christophe Saladin, un petit mot. Pas les auditeurs, Philippe le Beau, le père du grand Charles, est mort déjà depuis 10 ans. Oui, mais c'est le grand-père qui vient de mourir, le Ferdinand le catholique, l'héroïque expulseur d'Arabes et de Juifs qui vient de mourir. De la péninsule ibérique. Voilà. Et donc, on écoute un petit extrait lu par Elsa Dupuis de cette institution du prince chrétien. Dans les contrées où la tradition veut que le prince soit élu, ce n'est pas l'arbre généalogique, l'apparence ou la taille qu'il faut considérer, suivant les coutumes stupides prêtées à d'anciens peuples barbares. On recherchera un caractère bienveillant et pacifique, un esprit posé, peu enclin à la précipitation et à l'emportement, qui pourrait, la liberté d'action des princes aidant, le jeter dans la tyrannie et le rendre sourd à toute critique ou même conseil. Mais il doit être tout aussi éloigné de la complaisance qui permettrait à tout un chacun de le mener à sa guise. Il faut prendre en compte l'expérience, mais aussi l'âge, ni assez avancé pour risquer la sénilité, ni assez jeune pour être gouverné par les passions. Peut-être est-il bon aussi de considérer son état de santé pour éviter une nouvelle élection trop rapprochée, sans même parler de la dépense publique. Sur un bateau, on ne confie pas la barre à un homme connu par ses ancêtres, sa fortune ou sa beauté, mais à un pilote expérimenté qui se distingue par sa vigilance et sa conscience professionnelle. De même pour gouverner, mieux vaut choisir un homme qui s'impose par ses qualités royales, sagesse, justice, maîtrise de soi, prévoyance et dévouement au bien public. La plus haute noblesse sied au prince,
certes. Mais il y a 3 sortes de noblesse. Celle qui naît de la vertu, de la rectitude de l'action. Ensuite, la noblesse qui découle de la connaissance des disciplines les plus honorables. Et en dernier lieu, la noblesse issue des arbres généalogiques, des portraits d'ancêtres, ou encore de la possession de richesses. Pensez donc comme il est peu convenable pour un prince de s'enorgueillir de cette dernière, si insignifiante qu'elle compterait pour rien si elle n'avait elle aussi son origine dans la vertu, et de négliger la plus haute noblesse, si haute qu'en fait on pourrait à bon droit la tenir pour seule vraie. Un extrait de l'institution du prince chrétien d'Érasme, publié en 1516, écrit sur commande en 1516 par Érasme pour donc le jeune Charles qui deviendra Charles Quint, dans une traduction d'Anne-Marie Gréminger aux belles lettres. Victor Massé d'Épinay. Oui, la thèse de l'éducation du prince chrétien, c'est en effet que le prince doit gouverner pour le bien général et non pour son bien propre. C'est une idée qui nous paraît aujourd'hui absolument banale, presque pourrait-on dire. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire, Jean-Christophe Saladin, ce qu'elle avait sinon de révolutionnaire, du moins de neuf ou d'osé à l'époque, et en particulier, par exemple, dans ce texte, rien que cette idée de remettre en cause la généalogie comme fondement de la vertu. Vous avez tout à fait raison de dire ça. Nous, ça nous paraît banal, on se dit, ouais, ce texte, finalement, quoi de spécialement intéressant? Remettons-nous à l'époque. Moi, quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Oser écrire à un jeune prince qui alors on ne savait pas qu'il deviendrait l'empereur qu'il est devenu, mais quand même, qui était parent avec tous les rois et princes d'Europe, qui ne pensait que guerre, tournois et chasse, écrire que les portraits des ancêtres, c'est les contes de bonnes femmes, et que sur un bateau, c'est au pilote expérimenté qu'on confie la barre et pas à celui qui a une généalogie, il met le pétard au centre de tout l'édifice de la monarchie et de la féodalité que l'Europe a connue depuis la fin de l'Empire romain. Jusqu'au 19e, 20e siècle encore, les rois ne se légitiment et les princes que par leur généalogie. De temps en temps par le bien public. Chez Charles Quint, c'était pire que tout. Chez François Ier, il a attaqué l'Italie parce que il racontait que sa grand-mère était une Visconti. Charles VIII a attaqué Naples pour les mêmes raisons. C'est de la folie. Ces guerres incessantes et extrêmement dévastatrices n'étaient dues que à des histoires de généalogie et de blason. Donc Érasme se porte totalement à contre-courant de l'idéologie globale de son époque. D'autant, Marie Barral-Baron, et vous avez écrit sur ce thème-là, qu'il dénie à l'homme de guerre, d'une certaine façon, à celui qui va porter le fer vers l'adversaire, des qualités propres. Vous dites que dans cette institution d'un prince chrétien, eh bien, Érasme ne veut pas montrer le personnage d'Alexandre le Grand, par exemple, parce qu'Alexandre le Grand, eh bien, c'est le conquérant et c'est celui qui va créer le conflit, créer la guerre, et il va aussi demander à celui qui deviendra Charles Quint, c'est un peu ironique, qu'il ne faut pas avoir la prétention d'une monarchie universelle, Marie Barral-Baron. Oui, exactement. Dans son institution, il est très très sensible aux lectures historiques que va faire le prince, et il lui est interdit de lire certains textes d'histoire, et notamment les exemples, alors surtout de Jules César ou d'Alexandre, qui sont selon lui extrêmement dangereux pour le prince, parce qu'ils pourraient lui donner des idées de guerre, tout simplement. Alors ce texte d'institution est d'autant plus, je dirais, ironique qu'il est publié en 1516, et que l'année 1516, c'est, on l'a dit, Charles qui devient roi d'Espagne, mais également François Ier qui monte sur le trône en 1515 et Henri VIII qui vient d'arriver en 1509. Donc il faut bien se représenter le fait que Érasme se trouve face à 3 jeunes princes de la Renaissance qui, parce qu'il s'exprime, il s'adresse à Charles, mais en fait il s'adresse également à François et à Henri. Mais d'ailleurs cette institution du prince chrétien va être immédiatement lue par beaucoup d'autres princes et beaucoup d'autres personnalités de son siècle en l'occurrence. Elle va être lue et traduite immédiatement, et Catherine de Médicis encore l'a fait traduire pour son fils. Donc il s'adresse vraiment à ces 3 princes en leur demandant d'être finalement des images de vertu, d'être des Jésus-Christ, des Jésus-Christ qui quittent leur cuirasse, mais
en ayant honnêtement tout à fait conscience que son message a peu de chance a du mal de passer. de passer. Il sait très bien qu'il y a la question de la guerre en Italie, que François Ier relance. Vous connaissez Marignan. Il a à peine arrivé sur le trône, il reprend le dossier italien, qui est lié en fait à ses deux prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, en sachant qu'il y a deux questions dans la guerre d'Italie. Il y a la question du Milanais et la question du royaume de Naples. Alors le royaume de Naples, ça tient pas, mais le Milanais, quand même, la grand-mère, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la grand-mère exactement de Louis XII, qui est une Visconti, et effectivement, ce sont les Sforza qui ont évacué les Visconti en 1450. Donc il y a des prétentions qui sont réelles pour François Ier, qui veut absolument récupérer ce territoire. Et inversement, Charles, lui, a une obsession de récupérer la Bourgogne, parce que Charles, il faut bien voir qu'il est il a une filiation extraordinaire, Charles Quint, oui. Puisque du côté paternel, vous avez quand même Maximilien Ier, qui est son grand-père, et qui a épousé Marie de Bourgogne. Donc c'est lui qui va lui donner le titre d'empire, et également les terres d'empire, Marie de Bourgogne, la Bourgogne. Et puis du côté maternel, c'est Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Donc là, il va récupérer toutes les terres italiennes, et puis italiennes espagnoles, qui n'existent pas encore, et puis également l'Amérique avec les grandes découvertes. Et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est d'autant plus d'oser dire à Charles qu'il ne doit pas porter la monarchie universelle, que précisément le grand rêve de Maximilien, et il espère que Charles va le réaliser, oui. C'est, je vous rappelle, la devise quand même des Habsbourg, qui est Austria, est imperare orbi universo, c'est-à-dire il appartient à l'Autriche de régner sur toute l'Europe. Et c'est le grand rêve de Maximilien, et il l'espère après de Charles. Là encore, une contradiction. En tout cas, il porte le fer là où ça peut faire mal, en l'occurrence, Jean-Christophe Saladin. Oser écrire un souverain pareil que les portraits d'ancêtres, c'est les contes de bonnes femmes, ça a envoyé pas mal de conseillers au cul de basse-fosse, voire pire. Et autre petite précision, on parle pour les auditeurs. L'institution du prince chrétien, le problème c'est qu'institution en français du XVIe siècle, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire l'éducation. Maintenant, ça ne veut plus du tout dire ça. C'est comme l'institution chrétienne de Calvin. On garde le titre, mais ça ne veut rien dire. Donc, nous, on a préféré l'appeler carrément l'éducation pour que le lecteur lambda comprenne simplement de quoi il s'agit. Aux belles lettres, en l'occurrence. Victor Massé-Lépinay. Une petite question sur la destinée de ce texte, puisque justement, vous nous dites que c'était porter le fer là où ça faisait mal. Finalement, comment est-ce qu'il a été reçu, ce texte, à l'époque, et peut-être dans les siècles qui ont suivi, puisque vous évoquez, Jean-Christophe Saladin, la traduction que vous avez faite aux belles lettres. En 2016, c'était la deuxième traduction en français de ce texte, la première datant de 2015. C'est-à-dire pendant 500 ans, ce texte n'a jamais été traduit en français. Comment est-ce que c'est imaginable qu'un texte d'Erasme puisse ne jamais être traduit? On a préféré les aventures de Télémaque de Fénelon pour éduquer les princes du XVIIe siècle. Absolument. C'est que on a bien, dans les 10 ans qui ont suivi, l'histoire a continué à tourner dans un sens tellement belliqueux, tellement violent, tellement intolérant, tellement religieux, que des textes comme ça sont passés aux oubliettes, sauf chez certains des gens des Lumières, des gens qui étaient des Rousseau, des gens qui se sont remis à penser que le bien public passait avant la gloire personnelle et les généalogies des princes. Donc des textes comme ça ont été oubliés. Par contre, Erasme est resté sur son obsession de la dénonciation de la brutalité militaire. Il a continué d'écrire contre les soldats et contre les moines, qui sont aussi une question internationale. Parce que nous, on dit, il était contre la guerre, contre les soldats. Mais on voit les soldats de maintenant. Nous, les soldats de maintenant, c'est les soldats de la République, presque partout. Même en Allemagne, même en Afrique. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était des mercenaires? À l'époque, c'était des mercenaires. C'était des gens qui se vendaient à n'importe qui pouvaient changer de patrie sur le champ de bataille si leur commandant ne se faisait pas payer. On avait vu des cas qui sont très connus. Il y a eu des capitaines qui ont changé de camp parce que le souverain d'en face lui apportait un chariot d'or et hop, on changeait de camp avec armes et bagages. Donc, le soldat, c'était le diable, comme le moine. Il faut souvenir effectivement, et vous le rappelez l'un et l'autre, Marie Barral-Baron et vous, Jean-Christophe Saladin, que cette Europe du XVIe siècle qui voit se développer cet internationalisme des intellectuels, c'est aussi une Europe de la guerre, et que cette guerre est présente partout dans l'œuvre d'Erasme. Par exemple, dans les adages publiés un peu plus tôt, la guerre ne paraît douce qu'à ceux qui n'en ont pas l'expérience.
Si, parmi les choses humaines, il en est une qu'il convient d'entreprendre avec hésitation, ou plutôt qu'il faut par tous les moyens fuir, conjurer, repousser, c'est assurément la guerre. Rien n'est plus impie, plus funeste, plus largement destructeur, plus obstinément tenace, plus affreux, ni plus complètement indigne de l'homme, pour ne pas parler du chrétien. Or, il est étonnant de voir aujourd'hui comme on l'engage partout, à la légère, pour n'importe quelle raison, et comme on l'a fait avec cruauté et barbarie. Pas seulement les païens, mais aussi les chrétiens, pas seulement les laïcs, mais aussi les prêtres et les évêques, pas seulement les jeunes gens sans expérience, mais aussi les vieillards qui en ont fait tant de fois l'expérience. Pas seulement le peuple et la foule mobile par nature, mais en premier lieu les princes, dont le devoir serait de contenir par la sagesse et la raison les mouvements irréfléchis de la sotte multitude. Il ne manque pas non plus de jurisconsultes et de théologiens qui incitent à cette abomination, et comme on dit, versent de l'eau froide. Aussi la guerre est-elle aujourd'hui à ce point admise que les gens s'étonnent de trouver quelqu'un à qui elle ne plaise pas, et à ce point respectable qu'il est impie, et je dirais presque hérétique, de critiquer l'entreprise à la fois la plus criminelle et la plus malheureuse au monde. Combien il serait plus juste de se demander quel mauvais génie, quel fléau, quel accès de démesure, quelle furie a fait pénétrer pour la première fois dans l'esprit de l'homme une impulsion si bestiale, sous l'influence de laquelle cet être calme, que la nature a enfanté pour la paix et la bienveillance, et qu'elle a destiné seule au salut de toutes les créatures, se précipite avec une folie sauvage et une violence insensée vers le massacre mutuel. Le plus grave de tout, c'est que cette épidémie si funeste ne peut se contenir dans ses propres limites. Une fois née dans un recoin quelconque, non seulement elle envahit comme par contagion les régions voisines, mais encore, par l'effet du commerce ou à la faveur d'une alliance familiale ou politique, elle entraîne les régions éloignées dans le désordre général et la tempête des éléments. Bien plus, la guerre enfante la guerre. Une vraie guerre naît d'un semblant de guerre. Une très grande sort d'une très petite, et elle accomplit souvent ce que les fables nous racontent du monstre de Lerne. Un extrait des adages d'Erasme sur la guerre, voilà un jugement ferme, pourrait-on dire, mais contredit par les faits, parce que effectivement, ce penseur, cet humaniste qui dialoguait avec toute l'Europe, disiez-vous depuis le début de cette émission, avec Marie Barral-Baron, ben voilà quelqu'un qui n'empêche pas cette guerre. Et c'est là aussi où on se dit que les intellectuels ont du mal. Il va même la fuir, cette guerre, puisque quand il sera réfugié à Bâle, il sera obligé de partir à Fribourg en Brisgau parce que, eh bien, il est poursuivi par tout le monde, par les luthériens comme par les chrétiens, les catholiques. Aveu d'échec, là on rejoint ce que raconte Zweig, ce que développe Marie Barral-Baron, beaucoup. Mais faut-il baisser les bras ? Erasme, en même temps, nous donne une curieuse leçon, parce qu'il a quand même réussi à s'en sortir. Il n'a pas été brûlé par l'Inquisition, oui, qui pourtant le cherchait. Il n'a pas été empoisonné par des franciscains ou des dominicains qui lui couraient après. Il n'a pas été brûlé à Bâle par les protestants, qui pourtant ne lui voulaient pas beaucoup de bien. Et alors, il a réussi à rester à l'écart. C'est amusant, c'est cette exergue que met Stefan Zweig dans son livre. Erasmus est homo pro se. Pas besoin d'être fort en latin pour comprendre. Ça veut dire, Erasme, c'est un homme qui reste à l'écart. Qu'il a prise d'ailleurs à Ulrich von Hutten dans les Lettres des hommes obscurs, dans laquelle un moine est en train de faire la liste de qui est l'armée des reuchlinistes, qui est l'armée des anti-reuchlinistes. Et alors, on demande, ah oui, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Et le gars dit, à la foire, il dit aux commerçants, et Erasme de Rotterdam, est-ce qu'il est pour ou il est contre? Et c'est le commerçant qui lui dit, ah non, Erasmus est homo pro se, c'est un homme qui reste à l'écart. Et Stefan Zweig, lui, va plus loin dans son analyse psychologique. Il dit, Erasme aurait pu intervenir s'il avait osé venir parler à la diète de Worms, dans laquelle Luther a été mis au banc de l'Empire, parce que Erasme ne voulait pas qu'on mette Luther au banc de l'Empire, mais il n'a pas voulu y aller, il n'a pas osé y aller.
c'était pas un homme de la politique en acte. Il n'aimait pas le pouvoir, il n'aimait pas la guerre. Et donc, son échec, c'est peut-être ça. Cela dit, on peut le lire. Victor Massé de l'Épinay. Marie Barral-Baron, le pacifisme d'Erasme, c'est l'une des caractéristiques que l'on retient le plus et qu'on invoque beaucoup aujourd'hui. Pour autant, on a parlé un petit peu au début de l'émission des Turcs et de Soliman le Magnifique qui, à partir des années 1520, commencent à inquiéter l'Europe de l'Est, la Hongrie en particulier. Et vous expliquez que Erasme a un peu évolué sur la notion de guerre, que si au début dans les années 1510, quand il publie pour la première fois ses adages, il est contre toute forme de guerre, qu'il dit même préférer une paix injuste à une guerre juste. Ensuite, il se convertit ou il évolue vers une idée de la guerre juste, qui serait donc une guerre qui pourrait préserver un bien plus grand, qui serait la paix, et que la guerre est parfois nécessaire. Oui, complètement. Il y a effectivement un désenchantement, je crois, extrêmement profond chez Erasme. Il y a une immense souffrance devant ce que devient l'Europe, parce qu'il faut vraiment essayer de saisir, et c'est difficile, mais à quel point Erasme vit en son temps, en sa chair, une véritable tempête. Et c'est un homme qui naît quand même à la fin du Moyen-Âge, à une époque où le rêve médiéval d'une Europe unie, sous la double autorité du pape et de l'empereur est en train de s'évanouir, mais il est né quand même en cette fin du Moyen-Âge qui vivait sur ce rêve. Et voilà qu'Erasme va voir, dans le temps de sa propre existence, va voir, j'allais dire, tout imploser sur tous les plans. Vous avez d'un côté la découverte d'un nouveau continent, vous avez la naissance des États modernes avec François Ier, avec Henri VIII, avec Charles Quint. Vous avez également ce grand courant culturel qu'est l'humanisme et la Renaissance, qu'il va être le premier à défendre et à porter. Et vous dites que c'est la fin du compromis érasmien. C'est-à-dire qu'il y a ce compromis qui est mis à mal d'une certaine façon parce que tout se défait alors qu'il est en train de penser justement une possibilité d'unité et de paix lui-même. Exactement, parce qu'ensuite il y a la réforme avec Luther. Et il faut bien voir que Luther en 1517, il voulait absolument pas scinder le christianisme. C'est quelque chose qui se fait très progressivement. Et je pense que si Erasme ne vient pas à Worms, effectivement, il a une difficulté avec l'histoire pratique. Ça, c'est sûr. Il ne veut pas. Il a un désir d'être ahistorique, je dirais, Erasme. Il veut écrire. C'est vraiment un homme de lettres qui voudrait ne pas appartenir finalement à l'histoire de son siècle. C'est lorsqu'il dit, vous savez, je suis citoyen du monde. C'est une formule magnifique. Je pense que ce monde, c'est aussi un monde. C'est l'autre monde. C'est un monde spirituel. C'est un monde de valeurs dans lequel les hommes auront cessé de se battre. Mais c'est aussi une invitation à un autre monde sur terre où il n'y aurait plus de violence, où enfin l'évangile serait enfin vécu. Il y a cette idée chez Erasme à la fin de sa vie qu'il a échoué parce que ses contemporains n'ont pas entendu son message de paix, que lui-même est obligé finalement de rejoindre l'idée de guerre juste, parce les chrétiens vont pas se laisser détruire par les Ottomans. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut aussi réagir face à ce qu'il appelle cette souillure luthérienne qui est en train aussi de détruire l'Europe chrétienne de l'intérieur. Donc, si vous voulez, il y a un désenchantement extrêmement profond et cette idée que finalement le christianisme n'a pas échoué parce qu'en fait, il n'a encore jamais été vécu. Et puis on peut, pour conclure cette émission avec vous deux, Jean-Christophe Saladin et Marie Barral-Baron, écouter un tout petit texte de Lucien Febvre qui fait référence à un autre grand historien, Johann Huizinga, qui a réfléchi à la place d'Erasme dans l'Europe en transformation et au moment de cet automne du Moyen-Âge, comme l'écrivait Huizinga. Lucien Febvre écrit ceci, lu par Elsa Dupuis. Pas un héros, certes non. Pas un prophète, encore moins. Un petit homme frêle, ergotant et propret, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, mais qui est de bons conseils quand le temps vient à l'orage, quand les têtes tournent, quand les jeunesses rêvent d'exploits frénétiques et de conquêtes du monde et de bouleversements catastrophiques et de gloire. Quand il faut pendant des mois et des mois courber, attendre que l'orage cesse, en murmurant pendant tout ce temps-là avec les suppliciés de la ballade d'Aragon, vous qui fabriquez des morts, vous ne serez pas les plus forts. Pour fabriquer des vivants, un Erasme n'a pas grand pouvoir, certes pas. Mais pour dire non à la fabrique des morts, reconnaissons qu'il n'a pas son pareil.
De la fabrique des morts à la fabrique des vivants, dont nous sommes Jean-Christophe Saladin. Nous avons parlé avec vous d'Erasme, mais nous saluons la nouvelle traduction et la nouvelle présentation que vous faites donc aux éditions des Belles Lettres dans votre propre collection, Le Miroir des Humanistes. Donc c'est à partir du 5 octobre. C'est une très belle traduction qui est la première, pourrait-on dire, à rajouter tous les ajouts de ceux qui ont travaillé avec Erasme. Non, c'est pas exactement ça. C'est bien plus profond que ça. Elle contient les commentaires qu'Erasme lui-même a fait à son propre texte, parce qu'il s'est rendu compte tout de suite que personne n'y comprenait rien. Il y avait du grec partout et des allusions à l'Antiquité, à la mythologie que personne ne connaissait. Il a fait des notes qui sont plus longues que le texte lui-même, qu'il a mises dans chaque édition de son époque en latin, qui n'avaient jamais été traduites. Elles sont traduites pour la première fois. On y a même ajouté les petits dessins de Holbein dans les marges, qui sont des pures merveilles. C'est un livre formidable qui paraîtra le 5 octobre dans la collection Miroir de l'Humaniste aux éditions des Belles Lettres. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.